Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, welcome sur On the Fault 42. Je suis DOSGeek et pour l'occasion on peut aussi m'appeler DOSGeeks. Oui, parce que aujourd'hui on va parler des Gaulois et des Celtes sur la TV 42. Bienvenue à tous, on va dire un petit bonjour. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient là. Merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux follow depuis les derniers lives. Merci à tous. Donc bonjour Agelstan. Oui, c'est ça, Agelstan. Ça rappelle un peu Athelstan dans la série Viking. Bonjour à Le Bibzou Cosmique. Bonjour à Skretsbitsi. Bonjour à Vaman et bonjour Valusat. Bonjour à tous. Bienvenue à vous encore une fois. J'espère que vous avez la forme, que vous êtes prêts, que vous avez la pêche comme tous les mercredis après-midi. Alors certes, ce n'est pas encore le temps idéal, l'ensoleillement magnifique qu'on nous a promis, qu'on nous a vendu pour l'été prochain, pour l'été qui arrive. Mais on va laisser passer encore cette nouvelle semaine de pluie orageuse et de temps un peu instable. Et donc c'est vraiment la meilleure occasion de rester chez soi, à l'abri, sur son canapé ou sur son fauteuil, devant son écran, prendre le temps, prendre un café, pour regarder son émission préférée du mercredi après-midi, le live éducatif sur la TV 42 avec DOSGeek en temps normal. Voilà. Donc, alors voilà, le titre de cette vidéo aujourd'hui, les Gaulois. Voilà, on entame un nouveau cycle, le cycle des Gaulois, de la civilisation, le peuple gaulois, et notamment celte, intitulé Par le feu et le fer. Donc on va commencer, on va débuter, on va entamer notre périple, notre voyage de découverte par les origines celtes du peuple gaulois, les Gaulois qui, je le rappelle, eh bien sont venus peupler notre pays, le territoire de la France qu'on appelait la Gaule avant qu'elle s'appelle la France, avant que ce soit l'Empire franc, le royaume franc. Et donc on va parcourir tout ça aujourd'hui, tous ensemble. Voilà. Donc, j'espère que déjà que le cycle précédent sur les Vikings vous avait plu. Je crois parce qu'il y a eu des nouvelles personnes qui ont suivi la vidéo. Donc c'est bien, à chaque nouveau live, il y a plus de viewers, de plus en plus de viewers. La communauté de la TV 42 s'agrandit, donc c'est cool. Tiens, on va passer en full cam, hop. Voilà. Alors oui, voilà, ça s'est un peu dépeuplé au-dessus, hein. On a rafraîchi. C'est pas plus mal, hein, parce que ça donne la pêche, ça donne plus d'énergie, je trouve. J'étais un peu fatigué et là le fait de couper à la racine là, ça retonifie l'épiderme, on va dire. Bien. Écoutez, je vous propose qu'on entame ce live sur les Gaulois dès maintenant. Alors vous avez peut-être entendu dans l'écran d'attente certaines musiques en lien avec le sujet d'aujourd'hui, dont notamment la fameuse chanson La tribu de Dana du groupe Mano. Voilà, une chanson, un clip qui était sorti à l'époque, je crois que c'était dans les fins des années 90, début 2000. Ah, toute ma jeunesse. Ah, c'était sympa, ce groupe était sympa, un petit groupe de rap français celtique. C'était un style assez intéressant, assez original pour l'époque. Bien. Alors, maintenant, du coup, je vous invite à passer avec moi dans la salle de classe de la TV 42 où on va pouvoir aborder le sujet du jour. Allez, c'est parti maintenant. Voilà, maintenant. Voilà. Les Gaulois par le feu et le fer. Alors, on va voir
on va voir ce qu'on va voir. On va voir si vous en savez des choses, si vous êtes un peu féru d'histoire et si vous êtes incollable sur le sujet. On va voir si... parce que quelque part c'est votre culture, hein, c'est notre culture à nous. Autant la culture des Vikings, ça ne pouvait toucher que certains d'entre nous, on n'a pas tous des origines vikings. Autant les origines celtes, il y a un petit peu plus de probabilité que nous en tant que Français et vous en tant que viewers français, vous soyez touchés par ces origines, ces traces historiques. Tiens, je vais enlever le fond derrière moi, histoire d'avoir un petit peu de transparence, comme ça. Voilà. Et normalement, comme ça, ça devrait être encore plus lisible. Voilà, pour vous. Bien, commençons par le commencement, par ce qui devait arriver. Donc, c'est parti. Alors voilà, hein, comme vous aimez bien, enfin, vous qui me suivez, vous commencez à bien me connaître, et vous commencez à savoir que j'aime bien démarrer le live en posant les cartes, comme ça permet déjà de situer l'action, de situer les peuplades, de voir un peu ce qui se passe, quoi, sur l'endroit. Et bienvenue à Chemical-Gicia, au port de l'Abri 42. Alors, on a en orange la zone d'origine des Celtes au 5e siècle. 5e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, en vert, kaki, on a les Celtibères, c'est-à-dire c'est une zone sous influence culturelle et linguistique du monde celte d'Europe centrale du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, en orange plus clair, on a la fameuse zone d'expansion des peuples celtes. Donc, on voit que les peuples celtes sont partis du centre de l'Europe centrale, on va dire, et vont rayonner tout autour, jusqu'en Gaule, c'est-à-dire vers l'ouest, l'océan Atlantique, vers l'est aussi, sur les bords du Danube, et jusqu'en mer Noire, et même jusqu'en Asie, puisqu'on va voir qu'on a juste au-dessus de moi, ça va donner naissance au peuple des Galates. Et puis au nord, ils vont se répandre jusqu'en Angleterre, outre-Manche. Alors on peut voir les différents peuples, on peut voir aussi également en rose, juste au nord de l'Europe, on peut voir les peuples germaniques, et qui vont s'étendre donc au nord de l'Europe, mais aussi vers le sud de l'Europe, un peu plus vers l'Europe centrale. Et donc, en texte vert, on a tous ces peuples différents, ces peuples celtes qui sont à l'origine des Gaulois, puisque je vais vous le rappeler, mais autant vous le dire dès maintenant, les Celtes, ce sont des Gaulois, d'accord ? Les Celtes sont les ancêtres, sont les Gaulois historiques. Les Gaulois, ce sont des Celtes de Gaule. Et donc, voilà. Donc, petit à petit, pendant tout le live, on va parler des Celtes, des Gaulois, et on va être amené à parler de ces zones géographiques et de ces petites peuplades, puisque ces Celtes, cette civilisation celte était composée de plein de peuplades différentes, plein de tribus qu'on peut voir en texte vert. Donc on avait les Rituriges, on avait les Vénètes, on avait les Sénons, on avait les Belges, on avait les Berges, comme dirait Dovadine, on avait les Nénapiens, on avait les Éduins, les Arvernes, les Allobroges, les Taurisques, les Sénons, les Scordiques, enfin voilà, les Trévires, plein de peuplades différentes. Autant de peuples différents, de coutumes différentes, de façons d'être différentes,
mais tout ça au sein même d'une une même civilisation celte qui a les mêmes origines, les mêmes racines et les mêmes coutumes globales. Mais tout ça, on va le creuser. Au moins, cette carte a le mérite de planter le décor et de vous permettre de situer géographiquement de quoi on va parler du sujet dont on va parler aujourd'hui. Ok ? Donc gardez à l'esprit que au départ, les Celtes étaient concentrés dans cette Europe centrale et qui petit à petit, ils vont se répandre tout autour dans cette fameuse zone orange clair. Bien, mais démarrons par le commencement. Les Gaulois dans l'histoire écrite. L'histoire écrite, tiens, je vais cacher la chatbox, hop, parce que ça peut, voilà, ça peut faire conflit avec le texte. Les Gaulois dans l'histoire écrite, c'est celle qui nous est parvenue par les textes des auteurs grecs et latins. Et oui, parce que les Gaulois, les Celtes n'avaient pas de tradition écrite, ils n'écrivaient pas, d'accord ? Donc, à partir du moment où on n'a pas d'écrit, ça va être très difficile de remonter en arrière et de savoir comment les gens vivaient, comment les peuples vivaient, quelles étaient leurs traditions, leurs coutumes, leur mode de vie. Et donc, ce que les archéologues et les chercheurs ont pu arriver à retracer sur ces populations celtes et gauloises, c'est notamment grâce aux écrits grecs, latins et romains qui ont décrit comme ils pouvaient ce qu'ils voyaient quand ils observaient ces populations jugées barbares. Et donc, les auteurs grecs et latins ont commencé à écrire des textes sur ces Gaulois à partir du moment où ils se sont vraiment intéressés aux Gaulois, c'est-à-dire à partir du moment où les Gaulois ont été soumis par les Romains. Donc à partir de moins 60, moins 58 avant Jésus-Christ. Avant ça, ces Gaulois, on s'en occupait pas vraiment, ces Celtes. Hein. Ils étaient vraiment jugés, considérés comme des barbares. Mais on va y revenir. Et donc par la suite, une fois romanisé, le Gaulois va vite perdre sa vraie personnalité, son authenticité, ce qui fait que sa culture gauloise, il va la perdre petit à petit, et il va être intégré dans l'Empire romain. Et donc il va en adopter les modes de vie petit à petit, le langage latin et l'écriture du vainqueur, en l'occurrence Rome. Il va donc entrer dans l'histoire en tant que gallo-romain. Et c'est ce qui va contribuer à constituer notre culture, la culture française aujourd'hui. Bonjour Vanclos, bienvenue à toi et bienvenue aussi à Consent Sharing et Vanclos aux portes de la Brique à Onde. Et donc, parce qu'ils ne connaissaient pas encore l'écriture, le monde gaulois a longtemps été considéré comme barbare par ses voisins méditerranéens. Mais en même temps, pour les Grecs et pour les Romains, tous ceux qui ne parlaient pas leur langue étaient considérés comme des barbares. Donc les Gaulois ont été traités de la même manière que le furent en quelque sorte les Aztèques et les Incas par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. D'abord jugés comme des barbares, des sauvages, ils ont été considérés comme colonisables, et c'est ce qu'a fait Rome en jouant de différentes stratégies et tactiques, notamment avec Jules César, qui a réussi à exploiter, à tirer parti de leurs dissensions, et il a réussi à les soumettre et à les intégrer dans cette culture romaine, ce qui est devenu par la suite une culture gallo-romaine. Et donc on peut le voir notamment avec ce Gaulois qui est derrière moi, ce Celte, ce guerrier celte qui faisait partie par la suite, une fois que les Gaulois ont été assimilés par Rome, certains Gaulois faisaient partie des légions romaines, et donc ce personnage faisait partie notamment de la légion Alouette, qui était une légion romaine composée exclusivement de Gaulois. Vanclos qui nous dit, on va autoriser, ça a été modéré.
Les Aztèques et les Incas étaient des civilisations multimillénaires, ils ont été persécutés et génocidés. On est d'accord, c'est pas comparable puisque les civilisations Incas et Aztèques étaient multimillénaires. Mais les Gaulois, c'était les Celtes. Les Celtes, on va le voir, sont arrivés en Europe centrale au moins 2000 ans avant notre ère. Et il faut dire ce qui est, ils ont été aussi massacrés et persécutés par Rome et par les légions romaines. Et ils ont été même humiliés. Notamment, le général gaulois qui était Vercingétorix à Alésia. Mais on est d'accord que ce ne seront jamais des cas comparables, des civilisations comparables. C'était pour donner une illustration, pour illustrer un peu, pour donner une représentation de ce que ça aurait pu être, ce que ça pouvait être à l'époque. Une langue commune est le fer. Les Gaulois, ces grands et forts cavaliers à l'épaisse chevelure blonde et aux fameuses moustaches tombantes, ne craignaient qu'une chose, que le ciel ne leur tombe sur la tête. Et donc on a cette image aussi des prêtres, des fameux druides drapés dans une grande tunique blanche qui coupaient le gui du chêne avec une faucille d'or. C'est la représentation traditionnelle qu'on a des Gaulois, notamment à travers les BD d'Astérix. Mais ces Gaulois, les historiens les appellent aussi de nos jours les Celtes. C'était les Celtes de Gaule. Ok ? Et le mot celte est un terme très général qui est apparu dans les premiers documents écrits. Des documents écrits en grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. On les désignait sous le terme keltoi ou keltoi, je pense en grec, ou celtes, qui désignaient des populations assez mal connues de ceux qui en parlaient. Donc un druide, vous en avez la représentation ici à ma droite. Et donc les Celtes occupaient le centre de l'Europe, au nord des Alpes, et leur territoire couvrait les bassins de la Seine et de la Meuse, du Rhin moyen au bassin supérieur du Danube. On dit généralement que la langue et le métal constituent les caractères fondamentaux d'une civilisation. Eh bien, c'était la langue celte qui unissait ces peuples, parce qu'il y avait plein de tribus différentes, plein de clans différents. Et donc ces peuples qui avaient appris à développer l'usage d'un nouveau métal, le fer. D'accord ? Donc autant dans les lives précédents, la civilisation viking était caractérisée par la mer et par le bois, ces deux facteurs qui ont permis à cette civilisation de se développer très rapidement. Eh bien, pour les Celtes, il s'agissait de la langue celte et du fer. L'arrivée du fer a constitué une véritable révolution qui leur a permis de se développer à travers toute l'Europe. Donc Gaulois et Celtes désignent une seule et même civilisation formée de différentes tribus et de populations diverses, mais parlant la langue celte, une langue de la grande famille linguistique dite indo-européenne qui englobe la presque totalité des langues actuellement parlées en Europe. Ok ? Et bienvenue à Federico et Jaded Depcha aux portes de l'abri 42. Diviser pour régner. Alors pourquoi cette devise ? Eh bien parce que ça symbolise de manière assez efficace un peu la stratégie employée par Rome pour coloniser ces peuples. Ces peuples parlant celte et qui vivaient sur des terres allant des Alpes aux Pyrénées, de la Méditerranée à la Manche et à la mer du Nord, c'est-à-dire la région géographique aujourd'hui qui correspond à la France, eh bien, ces peuples sont appelés Gaulois, mais eux-mêmes se dénommaient Celtes.
La Gaule a toujours été géographiquement très morcelée et divisée en de nombreux groupes différents, des groupes de familles et des clans, des tribus à chaque fois dirigés par un chef. Comme ils étaient dispersés et qu'ils avaient un tempérament très indépendant, les Gaulois vivaient un peu à l'image du monde celte, c'est-à-dire qu'ils ne possédaient aucune unité territoriale et encore moins de pouvoir politique centralisé. Et c'est ce sur quoi a joué Rome pour les coloniser. Et c'est un peu ce que symbolise cette illustration, hein, ce dessin, la représentation d'Astérix et Obélix, création d'Uderzo et de Goscinny, qui résume assez bien le peuple gaulois, hein, qui était très fort, très vaillant dans les combats, mais qui était aussi très réputé pour ses discordes et ses mésententes, ses difficultés à trouver le consensus entre les différentes tribus. Les ancêtres des Gaulois, donc on y arrive. Donc vers 15 000 ans avant Jésus-Christ à peu près, on a les hommes de Cro-Magnon, qui possède une constitution physique évoluée et qui sera celle des Gaulois. Ces hommes préhistoriques forment déjà le noyau d'origine du peuplement occidental. Et on verra par la suite, mais d'après certaines recherches, certaines découvertes, des archéologues et des chercheurs ont pu émettre la théorie aujourd'hui que les hommes de Cro-Magnon auraient également des origines en Asie. Ils se basent sur des traces découvertes en Asie, des rituels, des coutumes, des modes de vie, et également des reliques, des accessoires utilisés, des modes de communication qui sont communs et qui ont été retrouvés jusqu'en Asie. Donc, ce qui laisse supposer que l'homme de Cro-Magnon ne serait pas forcément originaire d'Afrique, mais plutôt d'Asie. Ce qui nous permet de déduire que, en tant qu'Européens, en tant que Celtes, les populations celtes, les peuples celtes, auraient des origines d'Asie mineure, qui les ont influencés dans leur art et dans leur mode de vie, et qui leur ont permis, quand ils sont venus se développer, s'installer en Europe occidentale, qui leur ont permis de s'adapter et également de créer, une fois installés, leur propre culture, une culture indo-européenne. C'est pour ça qu'on parle de cette langue, la langue celte, en tant que langue dite indo-européenne. Donc ces hommes préhistoriques formaient déjà le noyau d'origine du peuplement occidental. Et 10 000 ans plus tard, le métal commence à remplacer le silex. Et vers 2000 avant Jésus-Christ, le bronze fait son apparition, et le cavalier, dont la monture représente une richesse nouvelle, porte fièrement la hache et la lance métallique. Donc à la fin de l'âge de bronze, les paysans sédentarisés commencent à enterrer leurs morts, tandis que les peuples d'Europe centrale, encore nomades, adoptent volontiers un autre mode de sépulture. Ceux-ci en effet brûlent leurs morts et disposent leurs cendres dans de grands vases funéraires, des urnes, qu'ils regroupent jusqu'à former une sorte de cimetière connu aujourd'hui sous le nom de champ d'urnes. Donc ça, c'est un rituel hérité des populations d'Asie. D'accord ? Et petit à petit, ces rituels vont évoluer. Et on va le voir juste après. Donc c'est au début du 8e siècle avant Jésus-Christ que les proto-celtes, donc ces ancêtres des Celtes, les proto-celtes étaient entre les Celtes et les hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire des populations presque celtes qui venaient de l'Est, introduisent l'usage du fer. Ces proto-celtes sont encore étudiés par les archéologues aujourd'hui sous le terme de Hallstattiens, c'est-à-dire les hommes de Hallstatt, du nom d'un lac des Alpes autrichiennes où on a découvert de nombreux vestiges datant de l'âge du fer, c'est-à-dire entre 900 et 500 avant Jésus-Christ.
Donc on peut voir sur ces illustrations au-dessus de moi comment ces peuples celtes colonisaient, voyageaient à travers l'Europe, souvent en suivant les cours d'eau, et colonisaient les nouveaux territoires jusque vers l'océan Atlantique, et même jusque vers la mer Noire du côté est. Et bienvenue Ronchiens aux portes de l'abri 42. Donc en s'installant petit à petit, ils sont devenus de chasseurs, ils sont devenus des paysans. Et donc c'est la première révolution sidérurgique, celle du fer, qui va permettre par la même occasion de créer de nouvelles armes qui vont s'avérer être des armes redoutables pour la chasse mais aussi pour la guerre. Et donc après avoir fait disparaître progressivement des espèces animales redoutables grâce à la chasse et aux nouvelles armes en fer, alors ils chassaient notamment les aurochs, qui étaient des bœufs sauvages primitifs qu'on voit tout là-haut, et une espèce qui n'est pas disparue, hein, qu'on recommence, on réintroduit aujourd'hui dans les campagnes. C'est drôle de constater le retard en Europe alors qu'au Moyen-Orient étaient des millénaires dans ce domaine. C'est fort possible. Je pense que l'Europe occidentale et même la Scandinavie ont été des terres qui ont été colonisées très tardivement. L'Asie et même les territoires d'Amérique ou même l'Afrique sont des continents qui sont aujourd'hui considérés comme le berceau de l'humanité. Donc effectivement, après il y a aussi les ères glaciaires qui ont joué, qui ont fait que, notamment pour la Scandinavie, que encore très tard, quelques millénaires avant Jésus-Christ, la glace était encore très présente en Europe. Donc cette présence de glaciers a retardé en quelque sorte la colonisation en Europe occidentale. 900 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a 900 avant Jésus-Christ? Donc cette race des aurochs qui a été introduite, réintroduite dans les campagnes, notamment en France. À moins 500, les Nord-Africains maîtrisaient la sidérurgie et tapaient leur monnaie. Ah, c'est possible, c'est possible. Après là, je ne me suis pas documenté sur l'Afrique pour l'instant. Histoire du fer européen, juste moins 900 avant Jésus-Christ. Oui, voilà, effectivement. Je savais pas de quoi tu parlais. Donc les Celtes, avec ces nouvelles armes, avec ces nouveaux ustensiles, vont maintenant commencer à imposer leur langue, leurs mœurs, leur religion aux dieux multiples. Ce qui va également contribuer au développement de tout un art de création artistique essentiellement décorative et riche en lignes courbes. On peut le voir sur les pièces métalliques qui sont juste au-dessus de moi, des pièces souvent sculptées, décorées, et où on peut retrouver des formes avec des courbes, avec des motifs très inspirés des animaux, de la nature, et des motifs qui peuvent parfois faire penser à, encore une fois, à la culture orientale par leur forme. Et oui, l'histoire du fer européen est assez récente, et ce qui peut aussi contribuer à dire à penser que le pourquoi du comment, pourquoi la Grèce et Rome considéraient ces peuples d'Europe, il est considéré comme des barbares, parce que effectivement, au niveau de leur évolution, ils étaient un peu en retard en Europe occidentale par rapport à d'autres civilisations qui étaient beaucoup plus avancées, parce que elles étaient sédentaires plus tôt. Et donc souvent dans les vestiges et les éléments retrouvés, on arrive à percevoir des origines, des influences provenant d'une Asie lointaine. Donc ce sont d'anciens chasseurs de cerfs et de sangliers, et ils vont se révéler d'excellents paysans forestiers. Et petit à petit, ils vont agrandir les clairières et cultiver le blé, l'orge et commencer l'élevage.
Alors, comme ils se sont répandus à travers toute l'Europe occidentale, on peut dire que ce sont des conquérants. Unis par leur langue et par le fer, les tribus celtes vont déferler sur la Gaule depuis les régions forestières de l'Europe moyenne. Ils conquièrent des terres nouvelles et s'y installent pour bâtir des villages, développer quelques cultures, faire paître leurs troupeaux de porcs et de bovins. Alors on peut voir juste en haut, tout en haut, une représentation d'une femme celte. Et donc dans leur migration, ils suivent souvent les fleuves et les rivières. À l'est, ils remontent la vallée du Danube et vers l'ouest, ils descendent la Marne. Et donc dans leur nouveau pays, les Celtes découvriront d'étranges habitudes funéraires. Et notamment celle-ci qui est juste au-dessus de moi, c'est-à-dire que qui contribuait à enfouir un défunt sous ce monticule, sous cette structure de pierre. Comme les Celtes sont attachés à la terre qu'ils cultivent, eh bien, ces anciens paysans du néolithique et de l'âge de bronze vont donc édifier de lourds monuments sur la terre où reposent leurs défunts. C'est ainsi qu'ils vont dresser des pierres destinées à supporter une dalle de couverture. Et cette sépulture familiale, elle va s'appeler dolmen. Et donc souvent, sous ces dolmens, on y enterre le défunt accompagné d'offrandes, de salances et d'un vase contenant des aliments. Les Celtes vont rester fidèles à ces nouvelles coutumes funéraires, ces coutumes funéraires de peuples qu'ils ont conquis et donc ils vont en adopter petit à petit leurs coutumes. Une sorte d'évolution quelque part dans les rites et les coutumes funéraires, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer petit à petit les diversités culturelles des peuples auxquels ils sont confrontés quand ils arrivent sur de nouveaux territoires. C'est quelque part une sorte d'évolution de cette société celte, si on peut dire qu'il y avait une société celte. Je mettrai des guillemets à société. Ce peuple celte, cette population celte, cette civilisation celte, on l'a souvent appelé aussi le peuple au sanglier, parce que le chasseur celte était essentiellement un cavalier, car à cheval, il dominait plus facilement le paysage, et aussi parce qu'il chassait énormément le sanglier. Si on voulait définir la civilisation celte par un animal, ce serait certainement la civilisation du sanglier. Comme le renne ou le bison, le sanglier est un animal très commun et très répandu sur ces territoires à cette période. Et l'ensemble de la bête, comme on dit tout est bon dans le cochon, eh bien là, l'ensemble de la bête est souvent exploitable pour les différents besoins de l'homme. Que ce soit pour la nourriture, pour l'habillement, pour plein de choses. Mais sa force au sanglier, sa violence et ses ruses en font un gibier redoutable. Donc, ce qui laisse imaginer que le sanglier était un animal très symbolique et très représentatif, symbolique de puissance, symbolique d'indépendance, de vivacité pour ces peuples celtes et les peuples gaulois notamment. En parallèle, les paysans celtes vont mettre en place des enclos et dresser des barrières, édifier des murets de pierre, planter et laisser pousser des haies afin de délimiter des territoires et développer l'élevage d'animaux domestiques, que ce soit pour l'alimentation ou pour la vie quotidienne. Mais même s'ils sont grands amateurs de viande, les Gaulois apprécient aussi le poisson. Et donc ils vont également développer la pêche sur les lacs ou en bord de mer ou de rivières lorsqu'ils habitent à proximité. Et après la langue et le mode de vie, eh bien on arrive à la magie du fer. L'avènement du fer, cette nouvelle révolution.
Le milieu du dernier millénaire avant Jésus-Christ est considéré comme le second âge du fer et correspond donc aux migrations celtes. Le premier âge du fer était vers 800 à 750 avant Jésus-Christ. D'accord ? Et le deuxième âge, le second âge du fer est arrivé vers 500 avant Jésus-Christ. C'est cette civilisation celte ou gauloise qui assure le triomphe du fer. Le succès est immédiat car le fer est un minerai abondant et on le recueille à la surface du sol ou en l'extrayant de la mine. Il va se substituer au silex qui est trop cassant et au bronze qui est rare et qui est plus mou. Il a tendance à s'émousser assez vite. Le fer va donc entrer dans la fabrication des outils agricoles, des pioches, des haches, du défricheur, mais aussi des lances et des épées des notables, des guerriers et des chefs celtes. Donc on peut voir sur ces illustrations tout en haut notamment l'extraction du fer dans les mines, et puis après le travail du forgeron pour forger des armes, les réparer, forger des outils. Avec l'avènement du fer, le forgeron va donc occuper un rôle clé dans une tribu ou dans un clan. C'est lui le maître du feu et du fer, celui qui crée les armes et les outils, celui qui est capable de les réparer, celui qui peut rendre un clan puissant ou non grâce à son travail, à son savoir-faire. Et même dans la religion des Celtes, le forgeron va devenir un personnage magique, une sorte de dieu, maîtrisant un matériau qui vient de la terre et travaillant dans les flammes. Il est capable de forger des armes très résistantes et très tranchantes en faisant couler des ruisseaux de fer en fusion. Le feu et le fer semblent toujours exercer une sorte de fascination dans les esprits. C'est très présent également dans la culture, dans la mythologie nordique. Alors les Celtes, c'est aussi un peuple batailleur. Avec cette nouvelle économie autour du fer, va également se développer une véritable passion des armes chez les Celtes et aussi une passion du conflit, de la confrontation. On aime bien se disputer, on aime bien se jauger avec les autres tribus, on aime bien être un petit peu en compétition, en concurrence et montrer aux autres qui est le plus fort. Et donc les Celtes ne se heurtent pas seulement aux populations indigènes lorsqu'ils arrivent sur un nouveau territoire, mais il y a également des luttes intestines, des luttes qui éclatent entre tribus elles-mêmes pour la possession de terres vierges ou de territoires plus fertiles. Oui, merci d'être passé, Vanclos. À bientôt. Et donc les Celtes vont gagner une solide réputation de batailleurs intrépides et féroces. Devenus experts dans le travail de charronnerie, c'est-à-dire l'art de fabriquer des chars et des chariots, les Gaulois utilisent bientôt le char à 2 roues, portant son conducteur et son guerrier. Les épées, comme on peut voir sur l'illustration tout en haut, sont les armes les plus prisées des combattants et la lame de fer d'un seul bloc est longuement travaillée dans le sens de la longueur. Les guerriers étaient souvent équipés d'un coutelas, de pointes de lance, d'une épée et parfois d'une hache. Et avant la bataille, le chef celte était souvent encadré de 2 héros, comme au-dessus, des héros porteurs des trompes de guerre, les fameux carnix de bronze. Et donc en fait on soufflait dans l'extrémité tout en bas et le son sortait de l'instrument par la gueule ouverte de la tête de l'animal dressée sur un long tube vertical. Et je vous laisse imaginer, je vous le donne en 1000, à quoi ressemblait la tête, quelle était la tête de l'animal au bout de la trompe, au bout du tuyau, du tube. Eh bien c'était une tête souvent de sanglier. Et après le combat, évidemment, les guerriers appelaient souvent le forgeron ou le fort du village pour remettre en état leurs épées. Mais les meilleures armes des Gaulois ne pourront rien contre les nombreuses discordes internes et les tactiques politiques de César.
Bien. Ainsi prend fin ce petit cours sur les Gaulois. Et maintenant, je vais vous proposer, avant de passer à une petite session de quiz, de questions-réponses sur le sujet, je vais vous proposer de regarder ensemble 2 petites vidéos sur le sujet, histoire d'illustrer ce qu'on vient de voir. Donc, on va baisser la musique. Voilà. Et donc la première vidéo que je vais vous montrer, il s'agit de la reconstitution historique. Alors si ça veut bien se mettre à jour, voilà. Il s'agit de la reconstitution historique d'un village gaulois. Où ça? C'est en Haute-Garonne, dis donc. C'est pas très loin d'ici en fait. Parce que ici, le studio de la TV42, c'est en Lot-et-Garonne. La Haute-Garonne, c'est du côté de Toulouse. Donc on va regarder ça. Peut-être que ce sera l'occasion, pour ma part, d'aller le visiter d'ailleurs. Allez, on regarde la vidéo ensemble. Tiens, je vais remettre les commentaires. Hop. Voilà, c'est parti. Voilà, merci. C'est l'archéosite, mais je voudrais savoir comment il s'appelle. Est-ce que c'est ouvert au public? Je pense que ça doit pouvoir se trouver. Le village gaulois, l'archéosite, parc à thème. Ouais, ça doit être ça. Bienvenue au village gaulois. Oui, c'est ça, je reconnais la photo. Parc fermé pour l'instant, évidemment, suite au virus. On reconnaît l'acteur, là, enfin le figurant. Donc c'est ouvert au public, effectivement, on peut le visiter. C'est à Rieux-Volvestre, 31 310. Authentique village gaulois. Alors, info pratique. Calendrier et horaire. Donc apparemment c'est toute l'année. Alors en basse saison, c'est 14h à 18h. En haute saison, c'est toute la journée. Intersaison, haute saison, basse saison, c'est compliqué. Après il y a les groupes, tout ça. Ok, donc c'est surtout à partir du mois de juin et donc tout l'été, j'imagine. Les tarifs, est-ce qu'on pourrait avoir les tarifs pour savoir à peu près combien ça coûte un billet? Les tarifs, 15 € par personne et 13 € pour les enfants. Et gratuit pour les moins de 4 ans. Et 50 € pour une famille, 2 adultes, 2 enfants. Oh, ça va, c'est jouable, c'est jouable. Pour y passer, tu y passes la journée. Horaire de 14h à 18h de février jusqu'à septembre-octobre et de 14h à 17h en novembre. Et en intersaison, c'est-à-dire... Ah ouais, la basse saison, c'est quand? C'est dimanche et jour férié, vacances scolaires, ok. L'intersaison, c'est février à septembre, octobre et en novembre.
Et donc en intersaison, c'est 35 €, c'est moins cher. Et en haute saison, période bleue, c'est-à-dire tous les jours, de juillet à août, ça c'est plus cher. Ok. Ok, intéressant. Écoutez, village gaulois à Rieux, difficile à retenir, Rieux-Volvestre, près de Toulouse, en Haute-Garonne, le village gaulois. Bien, et du coup, la vidéo suivante qu'on va regarder, c'est une reconstitution de réunion de druides. Donc on va regarder ça. C'est en Bretagne et c'est une vidéo qui a été faite par un youtubeur qui a essayé de s'immerger dans ce genre de réunion, de rites qui existent toujours. Hein. Il y a encore des personnes qui essayent de continuer de transmettre, de préserver ces rites druidiques, ces connaissances druidiques. Donc on va essayer d'appréhender ça. Pezet ar bloaz eo vizio. Broderi estruiz et barzet hag o vizion breis, ar gwir en arven d'ar fe. Alors je vois des femmes dans les druides, mais je suis pas sûr qu'il y avait des femmes dans les druides à l'époque. Là après on se trouve en Bretagne, hein. Peut-être qu'en Bretagne ils avaient des rites différents, je ne sais pas. Agemus tue cul scude, ni praesis agalon caron conguiro. On nettoie ce dont on n'a plus besoin, ce dont on est tombé. On va appeler ça de l'expérience, voilà. Ça peut être aussi simple que ça. Mais nous, on va plus loin dans un sens rituelique où on le met en avant, on en crée une cérémonie avec une symbolique comme le feu, la fontaine que vous avez vue, qui symbolise ces deux états d'esprit en fait, le feu qui va renaître et le principe de la lustration, c'est-à-dire vraiment de se purifier d'un univers. Comment on consomme les culs. Comment est-ce qu'on devient grand druide de Bretagne? On est élu par ses pairs, donc par ce qu'on appelle le Poelgor, qui est l'organisme directeur de la Gorsedd. On est élu en principe à vie. C'est une disposition qu'il faudra changer. C'est un peu chiant les zooms des À un zooms. moment, il faut savoir passer la main. Il y a beaucoup du coup de jeunes qui suivent la chaîne et qui ne savent pas du tout ce qu'est le druidisme. On a défini comme étant la science de la nature, la philosophie de la nature. Nous continuons ce type de positionnement, l'harmonie avec les saisons, la nature, c'est en fait assez écologique avant l'heure. Typiquement, si on prend l'exemple de cette figure qui peut être panoramiste, qu'est-ce qui selon vous est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste dans la représentation des druides? Alors, C'est vrai que c'est traduit, je sais même plus en combien de langues, mais il est partout présent dans le monde. Donc je pense que rien que déjà quand tu ouvres la page et que tu vois la Bretagne représentée dans le monde entier, C'est vrai. Panoramix n'est a priori pas quelqu'un de méchant et moi j'apprécie pas mal. Le bar, bon, c'est encore différent. Ça a le mérite en fait de nous faire reconnaître. le Panoramix est une figure plutôt sympathique. Globalement sympathique. Maintenant, elle est un peu caricaturale aussi, quoi. Ça doit inciter à aller plus loin. C'est-à-dire que ne voir dans le druidisme contemporain que le reflet de Panoramix, ça va être un petit limité. peu, ouais, c'est un petit peu Et limité. c'est pour ça qu'on est venu là d'ailleurs. Quand on fait ce genre de choses, si on est trop sérieux, je pense pas qu'on puisse aller très loin. Il faut avoir beaucoup de recul. Il y a une série qui s'appelle Camelot avec Merlin. C'est tout sauf un druide de la Gorsedd, on est bien d'accord. Si on regarde bien, t'as quand même 2-3 épisodes où lui, son but, c'est de quand même, même si c'est fait sur le ton de l'humour,
d'aider les gens. Est-ce que le terme religion, c'est un terme que vous rejetez? Comment est-ce que Alors, on peut le définir? je ne rejette pas le terme en soi, mais il ne nous concerne pas. D'accord. Si le druidisme devait être une religion, elle ne peut pas être figée ni dogmatique. D'accord. Donc en ça, il faut aussi comprendre qu'elle est personnelle. Donc ce qui est très loin à mon avis de la définition de la religion actuelle. La Gorsedd en tant que telle n'est pas une religion. C'est-à-dire que nous rassemblons des gens qui ont envie de spiritualité, mais nous leur laissons leur approche de ce qu'on appelle la divinité, du lien avec Dieu et autres. Nous ne faisons pas de prosélytisme, s'il en suit. Et donc nous sommes dans une spiritualité partagée avec des différences. Retour dans la voiture, direction Rennes. Du coup on a quitté la cérémonie. Ok, donc là il y a une autre cérémonie. Non, c'est la cérémonie. C'était très beau. Et là, c'est un autre druide. Doit se définir comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va être curieux du monde, qui va dire qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que l'homme, l'humanité, et qu'est-ce que cette humanité a à voir avec ce monde. Ça a aussi un aspect religieux. On a des rituels, on a des croyances. On a des gens qui se rassemblent. Vous avez vu la cérémonie de la Gorsedd. Il est clair que si les sacrifices humains ont réellement existé il y a 25 siècles, moi j'ai pas du tout envie de sacrifier un humain ou même un animal sur l'autel du druidisme. Donc ça voudrait dire que on est capable à ce moment-là de faire évoluer les pratiques et heureusement. Et donc à ce titre-là, moi aujourd'hui je suis druide au 3e millénaire. Bien, je suis un nouveau druide, mais ça ne veut pas dire pour autant que ma quête et ma recherche n'est pas authentique. Il y a toujours une évolution, voilà, une recherche. C'est ça. Il faut combien de temps pour être druide du coup en général? Pour être une sorte de druide opérationnel, il faut au moins 15 ans. À 35 ans pour moi, 36 ans si je commence aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans votre perception du monde, de la nature, enfin de votre environnement et de ce qui vous entoure depuis que vous êtes druide? Je suis très embêté. Moi, ça n'a rien changé du tout. C'est décevant, dit comme ça. Mais non, pourquoi ça n'a rien changé du tout? Parce que moi, je suis... Alors, je vais vous faire une réponse à l'Astérix et Obélix, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça doit être vachement intéressant. Ce serait vachement intéressant d'interviewer un druide, justement. Pour poser toutes ces questions, pour savoir comment ça se passe, en quoi ça consiste, comment ils arrivent à avoir une harmonie avec la nature, quels sont les flux, les énergies, tout ça, qu'est-ce que ça représente pour eux. C'est très intéressant, je trouve, très intéressant. Bien, revenons à notre session, puisque maintenant on va passer à la partie questions et réponses, n'est-ce pas? Et oui, pour vérifier si vous avez bien suivi, si vous êtes devenus quelque part des incollables sur le sujet des Gaulois, sur votre culture, mes petits amis. Sur les Gaulois, sur les Celtes, puisque on a vu que c'était la même chose a priori, enfin quasiment. Les Gaulois, ce sont les Celtes de Gaule, voilà. Allez, première question, et donc le plus rapide à répondre, et à répondre bien, à tout mon respect, et puis on va avancer petit à petit. Qu'est-ce qu'un Celte? Alors, qu'est-ce qu'un Celte? Est-ce que c'est un Romain qui habite la Gaule? Est-ce que c'est un Grec qui habite la Gaule? Ou est-ce que c'est un Gaulois qui habite la Gaule? Voilà. Bonne question, ça mérite d'être posé, effectivement. Je vous laisse 3 secondes pour répondre et puis je vais vous donner la réponse. Parce que attention, faut pas faire d'erreur. Faut pas faire de confusion. Et la confusion est facile. Allez, 3, 2, 1. Eh bien, un Celte, c'est un Gaulois qui habite la Gaule. Eh oui. Les termes Gaulois et Celte désignent tous les deux
des peuples envahisseurs venus de l'Est de l'Europe centrale. La différence réside dans le fait que nous avons admis l'appellation celte pour qualifier les colons et le terme gaulois pour ceux qui se sont installés sur le territoire de la France actuelle. Donc en quelque sorte, Gaulois, ce sont des Celtes sédentarisés, qui se sont installés de manière permanente. D'accord ? Et les Celtes, c'était les Gaulois qui sont les tout premiers Gaulois quand ils sont arrivés en Gaule. Voilà. Et donc un Celte, c'est bien un Gaulois qui habite la Gaule. Ce qui va changer, puisque après la victoire de Rome, les Gaulois vont devenir quelque part des Gallo-Romains. Allez, question suivante. Comment s'appelle le pantalon des Celtes ? Très, très représentatif, très symbolique, très significatif, facile à repérer de loin, on va dire. Le fameux pantalon des Celtes, pantalon avec du tissu à carreaux, souvent attaché, resserré au niveau des chevilles ou des mollets. Est-ce qu'on l'appelle les braies, les torques ou le tonneau ? Je vous donne 3 secondes. 3, 2, 1. Et la bonne réponse est les braies. Voilà. Effectivement, le pantalon gaulois ou pantalon celte, c'était les braies. Toujours au pluriel. En latin, braca, ou pluriel bracae, ou bracae, qui sont un vêtement en forme de pantalon. Bracae qui veut dire, dans l'étymologie latine, qui voulait dire casser, je crois. En fait, séparé. En fait, c'est une pièce de tissu qu'on sépare en deux pour faire des jambes de pantalon. Donc un vêtement en forme de pantalon ajusté ou flottant qui était porté par plusieurs peuples de l'Antiquité et en particulier les Gaulois et ainsi qu'au Moyen-Âge bien plus tard. C'est en fait une sorte de pantalon porté au départ par les Gaulois et les Germains, resserré aux chevilles par une lanière. N'est-ce pas ? Et donc, dans l'Empire romain, la partie des Gaules comprise entre le Rhône, la Garonne et les Pyrénées est appelée Gallia Bracata, c'est-à-dire la Gaule en bray, parce que ses habitants portent des braies, par opposition à la Gaule en toge, qui désigne la Gaule cisalpine, c'est-à-dire plutôt du côté des Alpes et au nord de l'Italie. D'ailleurs, le géographe grec Strabon, autour de moins 60 avant Jésus-Christ, avait écrit dans son œuvre Géographie que, alors c'est sa citation, que les Gaulois sont habillés de sais, comme on voit sur le dessin. La sais, c'était une cape, et ils laissent croître leurs cheveux et portent des sous-vêtements ou braies larges et flottantes. Donc on peut voir dans les vêtements habituels, les vêtements traditionnels des Gaulois, on avait la tunique portée par la femme gauloise, serrée à la taille par une ceinture. Les hommes et les femmes en portent. Ensuite on a la sais, cette fameuse cape qui est faite de laine épaisse et parfois de feutre, comme nous disait l'artisan. Elle se ferme par une broche qui est appelée fibule. Ensuite on a la fibule, donc on peut voir. Cette broche sert à fermer les vêtements. Suivant la richesse de la personne, elle peut être en bronze, en argent ou en or. C'est parfois un vrai bijou orné de pierres précieuses. Ensuite on a les braies, le pantalon gaulois, pantalon large et serré aux chevilles. Et ensuite on a les galoches, ces fameuses chaussures qui ont une semelle en bois pour isoler du froid. Et donc les Gaulois portent aussi des sandales et des bottines fermées par des lacets. Donc pour revenir au bray, ce fameux pantalon gaulois va être rapidement adopté par les Gallo-Romains et va être exporté, même avant la conquête romaine,
à Rome, où il est notamment utilisé dans l'armée romaine par certains mercenaires ou certains légionnaires romains. Au Moyen-Âge, les braies continueront à être utilisés, mais vont petit à petit se resserrer pour épouser davantage le corps. Ça va devenir plus fit, n'est-ce pas? Plus sportswear. Bah oui, c'est avec l'époque, avec le temps, la période qui évolue, eh bien les techniques de fabrication évoluent aussi et on arrive à fabriquer des vêtements de plus en plus proches du corps. Question suivante. Comment s'appelle le collier du Celte? Est-ce que il s'appelle le bray, le torque, la fibule ou le collix? Alors là, franchement, si vous n'arrivez pas à répondre, après tout ce qu'on a vu, même par déduction, vous pouvez arriver à le deviner. Et attention, un nouveau survivant aux portes de la brille. Et merci pour le follow, j'aime la Sodo. Bienvenue à toi sur la TV42. Très sympa. Alors, je vais vous donner la réponse. 3, 2, 1. Bienvenue à toi, Gemla. C'était le torque, ce fameux collier celte. Alors, bijou typique de la civilisation celtique, le torque est un collier rigide généralement fait d'une tige en métal, bronze, or ou argent, et qui est rigide aux deux extrémités et terminé par 2 tampons sphériques. Donc on le met en écartant les 2 extrémités, on le met autour du cou et après on peut le resserrer. D'abord porté par les Celtes, le torque est par la suite adopté par les Romains. Les torques féminins accompagnent notamment leurs propriétaires dans sa sépulture et ont ainsi permis aux archéologues d'en retrouver des pièces et ainsi de comprendre leur usage. C'était un usage essentiellement décoratif, d'ornement, symbole de puissance, de beauté, de pouvoir en fonction de la qualité du matériau, je voulais dire. Et c'était porté un peu comme le guerrier qui est juste derrière moi. Ça faisait son petit effet. Je pense d'ailleurs que certains le portent encore, le torque. Ça existe encore comme bijou, comme accessoire. Mais ça doit être en matériaux un peu plus légers de nos jours. Allez, question suivante. Question cruciale. Je crois que c'est la dernière question d'ailleurs. D'où viennent les Celtes ? Alors on en a parlé au début du live. C'est une question difficile, mais on a des hypothèses, on suppose. Est-ce qu'ils viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe ou des terres désolées ? Puisque vous savez, vous qui êtes fidèles de l'Abri 42, que nous sommes entourés, l'Abri 42 est entouré de terres désolées. Suite à l'apocalypse nucléaire. Donc je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Et je vous donne la réponse. Les Celtes sont probablement originaires d'Asie. Au contraire de ce qui a souvent été dit, ce qui a souvent été cru. Donc je vais vous dire exactement pourquoi. Et notamment on s'appuie sur des recherches, des découvertes scientifiques qui ont été faites. Et donc les Celtes ont régné sur une partie de l'Europe et de l'Asie mineure il y a 2 millénaires. Pourtant, n'ayant laissé aucune trace écrite de leur passage sur Terre, et c'est ça qui complique les choses, leur histoire reste encore aujourd'hui un véritable mystère. De ces tribus indo-européennes, on ne connaît quasiment que les vestiges de fouilles archéologiques ainsi que des faits relatés par les Grecs et les Romains. Mais les racines de leur langue et certaines de leurs coutumes anciennes sont similaires à celles d'Asie, notamment la crémation des défunts qu'on a pu voir tout à l'heure pendant le live.
Donc on a vu aussi que l'homme de Cro-Magnon, ancêtre du proto-celte et par la suite du celte, est arrivé en Europe vers 40 000 avant Jésus-Christ. L'homme de Cro-Magnon qui a été, qu'on peut voir ici, une représentation la plus fidèle possible. Alors, j'aime autant vous dire que ça a été difficile de trouver une photo d'un homme de Cro-Magnon assez beau à regarder, parce que si vous tapez homme de Cro-Magnon sur Google, vous allez voir plein de photos de mannequins ou de statues, de sculptures qui ont été faites pour essayer de représenter l'homme de Cro-Magnon, et souvent les trois quarts c'est vraiment on dirait des malades mentaux, quoi. On dirait ils sont représentés comme des sauvages avec plein de boutons partout, des pustules et tout. Enfin, j'ai du mal à... Je me demande si les reconstitueurs n'ont pas un peu exagéré dans la représentation, dans la sculpture de ces premiers hommes. J'espère, en tout cas j'aime imaginer que les hommes de Cro-Magnon étaient plutôt semblables à ce personnage qui est derrière moi que à la majorité des photos que vous allez trouver sur Google, qui sont souvent faits avec des perruques trouvées sur Amazon ou des trucs comme ça. Donc l'homme de Cro-Magnon, ancêtre du proto-celte, arrive en Europe vers moins 40 000 avant Jésus-Christ. C'est un homme moderne, physiquement il est comme nous, quasiment, sauf qu'il est plus robuste que nous, et oui. Malheureusement, avec les années qui passent, nous avons eu tendance à nous ramollir un peu et à gagner en graisse et à perdre en muscles. Et donc d'après les chercheurs, il viendrait d'Asie plus probablement que d'Afrique, comme on le pensait auparavant. Et on le pensait souvent même de façon idéologique, c'était une sorte de mythe issu des mouvements antiracistes pour dire que en fait pour dire que les ancêtres des Européens étaient après tout des Africains, et donc en fait que le racisme des Blancs envers les Noirs n'était pas fondé. En même temps, je ne dis pas que je n'adhère pas du tout à la thèse raciste ou autre, non. C'est juste que effectivement il y a à un moment donné une idéologie antiraciste a été développée pour dire que les populations blanches avaient des racines en Afrique, et donc que leur peau se serait éclaircie à cause de différents facteurs climatiques ou autres, et que nous étions tous issus du même continent, alors qu'aujourd'hui on revient un petit peu en arrière par rapport à ça, et on essaye de mettre un peu de côté toutes les thèses idéologiques, et on essaye de se baser plus sur des faits archéologiques, des faits scientifiques. Et aujourd'hui il s'avère que plutôt que de venir d'Afrique, l'homme de Cro-Magnon remonterait plutôt du côté de l'Asie. Donc c'est très intéressant, et je dois dire que je suis assez curieux, je suis assez impatient qu'on nous publie de nouvelles informations sur des origines un peu plus précises sur les contrées d'Asie, par rapport à l'homme de Cro-Magnon. Alors bien implanté en Europe centrale dès 2000 avant Jésus-Christ, le peuple celte va se construire et s'organiser dans une zone qui englobe l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, l'ouest de la Hongrie, l'ouest de la Slovaquie et l'Italie du Nord à partir de 1200 avant Jésus-Christ. Cette période que l'on nomme Hallstatt va s'échelonner sur la fin de l'âge de bronze et jusqu'à l'âge de fer. On l'a vu, le deuxième âge de fer qui est autour de moins 500 avant Jésus-Christ. Donc aux alentours de moins 50 avant Jésus-Christ, la Gaule se divise en 4 régions bien distinctes. La Belgique, Belgica, la Celtique, Celtica, l'Aquitaine, Aquitania, et la Narbonnaise, Narbonensis. Elles s'organisent, ces provinces, ces régions, elles s'organisent en États indépendants qui
présente une certaine unité culturelle. On doit le déclin progressif des civilisations celtiques aux Romains et particulièrement à Jules César, qui était à la tête de la conquête de la Gaule et qui était notamment un des acteurs romains de la guerre des Gaules. Ce fin stratège, conscient de la menace que représentait la Gaule pour son territoire, va commencer à négocier avec certains peuples gaulois en leur offrant ainsi sa protection militaire contre l'attaque d'autres ennemis. Protectorat qui sera rejeté peu après par le Grand Conseil gaulois. Et ceci va signer le début du conflit militaire et l'annexion de la Gaule par Rome, puisque c'est Rome qui va sortir vainqueur de cet affrontement, imposant de fait sa culture, sa langue et son administration aux Celtes de Gaule, et qui vont devenir ainsi des Gallo-Romains. Bien. Ah non, il y a une dernière question. Je croyais que c'était la dernière question, mais non, il y en a une dernière pour la route. Donc c'est pas mal. Du coup, et vous allez voir, c'est sur le sujet, c'est directement sur le sujet des druides, dont on a vu la vidéo. Les druides ne transmettaient pas leur savoir par écrit. Et oui, on a vu qu'il n'y avait pas d'écrit. Mais quel était donc leur mode de transmission? Comment ils transmettaient leur savoir? De génération en génération. Est-ce que c'était en lançant des signaux de fumée depuis le chaudron de potions magiques? Est-ce que la tradition orale, est-ce que c'était par la tradition orale après un long apprentissage par cœur? Ou est-ce que c'était en fabriquant des cordes à nœuds ayant des significations distinctes? Oh, là aussi, c'est pas très compliqué à deviner. Je vous donne 3 secondes. 3, 2, 1. Et la réponse est la tradition orale, effectivement, après un long apprentissage par cœur. Et oui, le druide est un personnage très important de la société celtique, au point qu'il est à la fois ministre du culte, théologien, c'est-à-dire il étudie la religion, philosophe, gardien du savoir et de la sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du roi et de la classe guerrière. Il est en premier lieu l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Il est chargé de la célébration des cérémonies sacrées et lui seul a le droit de pratiquer les sacrifices. Alors, on a plusieurs noms de druides historiques qui nous sont connus. Une jolie petite faute d'orthographe. Par exemple, on a Divikiakos et on a eu aussi Dumnorix, qui ont existé en tant que druides. L'enseignement, c'est-à-dire la transmission orale du savoir, fait aussi partie de ses responsabilités. Il se charge notamment de l'instruction des enfants de l'aristocratie, dont certains deviendront druides à leur tour. Et c'est notamment le cas, je crois, de Vercingétorix qui avait suivi l'enseignement d'un druide. C'est César qui nous apprend dans ses écrits qu'un grand nombre de jeunes gens viennent s'instruire chez eux et que les études peuvent durer 20 ans. On cite même le chiffre de 150 élèves pour le druide mythique Cathbad. Voilà, et donc sur la photo on peut voir une sorte de conseil des druides, une sorte de rassemblement, comme il en existe encore par endroits, de manière sporadique, en France et notamment en Bretagne, puisque certaines personnes ont voulu continuer, ont voulu maintenir cette tradition druidique, comme on a pu voir dans les interviews en vidéo pendant le live. Voilà. Ainsi prend fin ce premier live sur la civilisation celte ou celtique. Je pense qu'on peut dire les deux. J'espère que c'était intéressant, que vous avez suivi ce live avec intérêt, que vous avez pu apprendre des choses, ou en tout cas en revoir. Et ça doit permettre en fait d'approfondir toutes ces notions et de consolider
nos connaissances sur cette culture qui a encore un impact aujourd'hui sur nous, sur notre mode de vie. Voilà. Bien, on va revenir en full cam, comme ça. Voilà, toc. Voilà, de retour en full caméra. Bien les amis, alors, juste pour vous rappeler que les lives éducatifs, ces vidéos éducatives sur la TV42 sont également disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la TV42, The Vault 42 sur YouTube. Pour si jamais vous n'avez pas pu suivre le live, ou si vous voulez revenir sur certaines notions, donc ces vidéos sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube. Je suis DosGeek ou Day of the Geek. Vous pourrez me retrouver demain après-midi normalement de 15h à 19h pour le live dessiné sur la TV42. Et d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Normalement ce soir à 20h sur la TV42, c'est Chucky pour du gaming. Et puis voilà, je vais vous conseiller de ne pas vous déconnecter de la TV42 car il se passe toujours quelque chose sur la TV42 et notamment tous les jours. On essaye de diffuser des lives tous les jours et je crois d'ailleurs que demain matin il est prévu une session JDR sur HeroQuest avec une partie de l'équipe de la TV42. Donc à voir, gardez un œil sur la TV42 demain matin, restez dans les parages, il est possible que ça bouge. Bien. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir été présents, merci à ceux qui ont participé, merci aux follow, aux nouveaux arrivants dans l'abri 42. Vous allez voir, on s'amuse bien, on passe des bons moments. Je vous souhaite une bonne après-midi. Travaillez bien chez vous, révisez bien toutes ces notions, n'hésitez pas à regarder en replay les vidéos, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des questions dans le Discord de la TV42 si vous avez besoin d'infos, on est là pour ça. Et puis on se retrouve pour ces lives éducatifs, évidemment on se donne rendez-vous mercredi prochain sur la TV42 autour de 14h, 16h pour toujours le live éducatif. On continuera ce cycle sur les Gaulois, voilà, on va apprendre, on va découvrir de nouvelles choses sur leur mode de vie et sur la façon dont leur expansion s'est produite, comment ils se sont répandus à travers toute la Gaule et toute l'Europe occidentale. Allez les amis, bon après-midi à tous, la bise, c'était DosGeek sur la TV42, bye bye.